Shirota était un perdant qui ne voyait que des filles sans intrigue dans ses rêves mouillés, jusqu'à ce qu'il voit accidentellement la fille la plus sexy de l'école se changer, devenant immunisé contre sa capacité à remonter le temps. Maintenant, il sera forcé d'être son esclave personnel, qui devra la satisfaire de toutes les manières bizarres qu'elle souhaite. Le jour où tout a commencé, Shirota errait dans ses pensées sur sa vie misérable et pathétique, surtout à quel point elle diffère radicalement de celle de sa camarade de classe Takamine, la déesse parfaite la plus sexy de l'école. Il est toujours du genre à se cacher en arrière-plan, et comme d'habitude, il se cache dans la salle de stockage pour manger son déjeuner. Mais ensuite, Takamine entre soudainement et commence à se déshabiller. Bien sûr, Shirota lutte. Il essaie de ne pas regarder, mais en tant qu'homme avec des besoins dégénérés, les règles du citoyen modèle ne fonctionnent pas dans cette pièce fermée. Alors il jette un coup d'œil. Et ce qu'il voit est le plus grand et le plus intrigant trésor de toute l'école. Rien que pour lui. Cette vue s'imprime dans sa mémoire. Mais ce qui le préoccupe, c'est pourquoi la grande Takamine doit se changer en secret et non pas aux toilettes. Plus tard dans la journée, tout le monde reçoit ses résultats d'examen et Shirota ne souhaite jamais avoir une bonne note. Mais aujourd'hui, il obtient magiquement 52, ce qui est assez élevé pour son cerveau simple. Mais à la surprise générale, la déesse Takamine, qui obtient toujours 100, a obtenu un modeste 98. La classe murmure à propos de sa série interrompue. Takamine, l'air ébranlé, demande si le professeur vérifie 2 fois, mais il la rassure en disant qu'il l'a fait. Derrière, Shirota remarque le changement soudain de comportement de Takamine. Elle s'éloigne des bureaux, puis quelque chose d'impensable se produit. Takamine glisse ses mains sous sa jupe et enlève sa protection pêche. Shirota voit les petits pains parfaitement cuits de Takamine, et il peut pratiquement sentir à quel point ils sont rebondissants rien qu'en les regardant. Puis soudain, tout change. Il se réveille avant de recevoir ses résultats d'examen, pensant qu'il a une vision de destination finale, car chaque scène se répète exactement de la même manière. Sauf que cette fois, Takamine obtient le score parfait, et Shirota se souvient parfaitement qu'elle avait eu 98 plus tôt. Toute la journée le laisse agiter, se demandant comment les résultats de Takamine ont changé et comment ce rêve humide pourrait être une réalité. Et même le rêve humide plus tôt, dans la salle de stockage aussi. Les questions s'accumulent jusqu'à ce que Shirota trouve enfin le courage d'approcher Takamine directement dans la salle du conseil des élèves. Il demande maladroitement à propos de sa note en mathématiques, celle qui était censée être 98. Les yeux de Takamine se durcissent en une fraction de seconde, demandant si Shirota en a parlé à quelqu'un. Shirota ressent un frisson le long de sa colonne vertébrale face à ce regard terrifiant, et il dit immédiatement non. Takamine se détend légèrement, mais elle n'en a pas encore fini, et elle devine que Shirota l'a déjà vu. Il pense que c'est à propos de la note de l'examen, mais Takamine le pousse terriblement dans le coin, faisant référence au fait qu'il a déjà vu son corps dans la salle de stockage. Shirota se fige, se demandant comment elle pourrait savoir, mais au lieu d'être en colère, elle affiche un sourire douteux sur son visage, disant que c'est comme ça. Puis, elle lui propose un marché. Takamine conduit Shirota à s'asseoir et lui verse un verre d'eau. Shirota tremble pour sa vie, convaincu que Takamine va l'empoisonner pour ce qu'il sait. Ses mains tremblent tellement qu'il renverse le verre, éclaboussant presque les plans de Takamine. Mais elle esquive rapidement. Shirota nettoie immédiatement, trop effrayée de déclencher la colère de Takamine. Mais elle dit que c'est un bon exemple. Soudain, elle desserre sa cravate, enlève lentement ses vêtements, et une fois de plus le monde se réinitialise. Ils bouclent tous les deux le temps. Shirota le ressent, et maintenant l'apparence de Takamine change. Tous ses vêtements sont trempés, et ses intrigues douces et laiteuses sont vraiment visibles sous le tissu mouillé. Elle s'assoit sur la table et ordonne à Shirota de l'essuyer comme punition pour avoir renversé l'eau. Shirota obéit avec sa main tremblante. Puis Takamine demande s'il remarque quelque chose de différent dans son apparence. Comme Shirota est en train de court-circuiter en ce moment, il ne sait pas de quoi elle parle, et elle n'a pas de patience pour la stupidité. Alors elle tire sa main et la met sur un de ses précieux. Avec son attention perdue dans le moment, Takamine frappe les bijoux de famille de Shirota comme si de rien n'était pour le ramener à la réalité, le qualifiant de personne sans aucun sens de l'observation. Elle dit fièrement qu'il est faible face à son corps parfait. Puis Takamine souligne l'absence de sa couverture de scénario et ses vêtements mouillés. C'est alors que Shirota réalise que les choses sont différentes cette fois. Takamine explique finalement qu'elle a du pouvoir. Cela s'appelle Eternal Virgin Road, qui est une capacité qui lui permet de boucler le temps chaque fois qu'elle enlève sa couverture de scénario. Mais quiconque voit sa peau nue se souvient de ce qui s'est passé avant la boucle temporelle. Et c'est pourquoi Shirota se souvient. Cette explication est trop compliquée pour le petit cerveau de Shirota, et il ne comprend presque rien, mais Takamine continue de parler de ses notes parfaites et de son corps parfait, tandis que Shirota ne peut se concentrer que sur le fait qu'elle est à moitié habillée devant lui. Elle continue de lui mettre son succès sous le nez, disant qu'il ne comprendra rien parce qu'il perd toujours. Alors que pour lui, cette femme a déjà perdu la tête. Puis elle continue en expliquant comment elle a obtenu son pouvoir lorsqu'elle a perdu une course lors d'un festival d'été il y a des années à cause d'un mal de ventre, a pissé dans son pantalon de honte, et a déclenché son pouvoir en se déshabillant. Donc, elle pense qu'elle a obtenu son pouvoir pour la gloire de son nom glorieux. Dans sa tête, Shirota pense qu'elle a vraiment besoin d'un médecin. Quand Takamine termine son récit, elle révèle qu'elle lui raconte tout cela parce qu'elle a besoin d'un esclave. Car chaque fois qu'elle utilise son pouvoir, elle perd ses sous-vêtements. Donc elle a besoin de quelqu'un pour lui apporter constamment de nouvelles paires. Et comme Shirota connaît ses secrets, il convient parfaitement au rôle, car c'est le plus grand perdant de toute l'école. Et personne ne se doutera jamais s'il devient son petit esclave. Shirota en a assez de ses bêtises, alors il quitte immédiatement la pièce, mais Takamine l'arrête avant qu'il n'atteigne la porte, demandant pourquoi il ne veut pas accepter le travail. Il dit franchement que son pouvoir est louche et que sa façon de demander est mauvaise. Il n'en peut plus. Takamine ne veut pas perdre, alors elle lui coupe le chemin et le tire pour qu'ils tombent tous les deux avec Shirota au-dessus d'elle. Elle prend à nouveau sa main pour tenir ses atouts séduisants, l'attirant avec ses regards brûlants, mais soudain elle crie. Ses cris forts attirent l'attention de tout le monde vers la salle du conseil. Avec leur position actuelle, tout le monde appelle rapidement la police et Takamine dit que Shirota l'a harcelé. Shirota est condamné. Avec les fausses larmes de Takamine, tout le monde croit que la demoiselle en détresse est le nouveau.
Il réalise que c'est son piège pour le forcer à reconsidérer. Et à la fin, Takamine réinitialise le temps avant le chaos, et avec un sourire suffisant, Takamine dit que Shirota devrait être reconnaissant après qu'elle l'ait sauvé d'être étiqueté comme un pervers. Et en guise de remerciement, elle exige qu'il l'aide à mettre sa couverture pêche. Alors que tout le monde mourrait pour être à sa place au service de cette femme masochiste, Shirota ferme les yeux en l'habillant. « Pourquoi es-tu gay ?» Takamine le remarque, se moquant de lui comme d'un lâche pathétique pour avoir fermé les yeux maintenant, même s'il avait jeté un coup d'œil plus tôt. Shirota tombe au sol en s'excusant, jurant que c'était un accident. Et Takamine l'étudie, réalisant que malgré tout, elle admet qu'il a toujours son bon côté d'autrefois. Cette nuit-là, Shirota rêve de Takamine, de la façon dont son corps est vulnérable devant lui à la manière dont elle le trompe sournoisement, ce qui se termine par l'arrivée de la police pour l'arrêter. Il se réveille en hyperventilant, se souvenant encore de cet incident. Juste à ce moment-là, son téléphone vibre et il voit que c'est un message de Takamine contenant une photo d'elle-même, et un avertissement pour lui rappelant que c'est son premier jour en tant qu'esclave. Sur le chemin de l'école, Shirota s'inquiète de la tâche qu'elle va lui donner. Derrière lui, la déesse elle-même, Takamine, arrive et les élèves l'assaillent de salutations comme si elle était divine. Mais il ne peut s'empêcher de penser comment quelqu'un d'aussi adoré qu'elle pourrait aussi être le diable déguisé. Les garçons à proximité bourdonnent d'envie, mais elle s'en moque et se penche à son oreille, lui chuchotant de venir immédiatement dans la salle du conseil. À l'intérieur, Shirota se sent nerveux d'être dans la même pièce qu'une beauté psychotique. Takamine le taquine pour être nerveux, disant qu'ils sont maîtres et esclaves, avant d'aller droit au but en lui tendant un sac rempli de ses protecteurs de pêche. Elle explique simplement que son travail est de porter le sac et d'être prêt à lui fournir ses sous-vêtements quand elle en a besoin. Shirota essaie de refuser, disant à quel point c'est dangereux, mais Takamine lui rappelle que son pouvoir n'est pas patient et que s'il résiste, elle peut remonter le temps et le ramener au moment où tout le monde le voyait comme un pervers. Cette pensée seule le brise et il accepte à contre-cœur. Takamine sourit, déboutonnant sa chemise, lui promettant une récompense pour être un bon petit chien. Shirota tremble alors que Takamine glisse son pied sous le sien, le renversant sur le dos. Elle plane au-dessus de lui, taquinant, prétendant qu'elle est sur le point d'enlever sa protection de pêche, jusqu'à ce qu'il ferme les yeux et la supplie d'arrêter. Tu es gay. Elle sourit, appréciant d'être au-dessus, mais finit par se retirer. Elle admet qu'il vaudrait mieux qu'il lui obéisse sans menace, et parce qu'elle a encore un peu de honte, elle ne veut pas que quelqu'un d'autre voie ses sous-vêtements. Mais parce qu'elle lui fait confiance, Shirota est une exception. Son comportement soudainement timide le prend par surprise, et son désir dégénéré le ronge. Mais il secoue la tête, changeant rapidement de sujet en demandant si elle ne ressent vraiment rien pour lui. Takamine répond franchement qu'elle veut seulement le manipuler pour qu'il lui obéisse complètement. D'accord. Son honnêteté le blesse, et il décide de partir pour le cours, mais elle l'arrête avec une taquinerie, disant que les sous-vêtements ne sont pas pour sa collection personnelle. Plus tard en classe, Shirota se demande dans quelle sorte de situation Takamine utilise sa capacité étrange. Juste à ce moment-là, le professeur lui demande de lire un poème de leur livre. Elle le lit avec grâce, chaque mot débordant de sens. Lorsqu'elle termine, le professeur la félicite. Shirota pense à quel point elle est incroyable, croyant qu'elle n'utilisera pas son pouvoir trop souvent. Mais ensuite, une brise passe par la fenêtre, et le professeur demande à un élève de la fermer. Soudain, Takamine se lève et dit qu'elle veut le refaire, choquant Shirota. Devant tout le monde, elle enlève son répulsif d'odeur de poisson, activant sa capacité à remonter le temps. Tout revient en arrière juste avant qu'elle ne lise. Quand le professeur l'appelle à nouveau, elle recommence, cette fois en synchronisant parfaitement sa voix avec le vent qui souffle dans la classe. Sa performance transporte tout le monde dans leur imagination vers un monde ancien, simple et pur, avec le vent à ses côtés. Sa lecture ressemble à une scène historique. Toute la classe lui fait une ovation debout. Elle regarde Shirota droit dans les yeux, souriant de victoire. Shirota réalise que si elle utilise son pouvoir même pour de petites choses, c'est lui qui lui mettra ses sous-vêtements d'innombrables fois. À ce moment-là, Takamine lui lance une boule de papier, lui disant de se dépêcher. Shirota sait que c'est le moment pour sa tâche. Il regarde autour de lui et décide qu'il est impossible de lui remettre ses sous-vêtements maintenant. Alors il prévoit d'attendre la pause. Mais Takamine, déjà préparée, laisse sa gomme par terre près d'elle, lui signalant de la ramasser et de profiter de cette occasion pour l'aider. Bien qu'hésitant, Shirota se souvient comment elle peut remonter le temps pour le sauver de la prison. Sans autre choix, il se force à agir, avec ses sous-vêtements cachés dans sa poche. Il va ramasser la gomme, et quand personne ne regarde, il les glisse habilement sur les jambes fines de Takamine, avant de retourner à sa place. Ne voyant personne remarquer, il célèbre discrètement son succès. Mais quand il regarde en arrière, il voit qu'il ne les a pas mis correctement et qu'ils sont sur le point de glisser. Takamine lui fait signe de les arranger, refusant de les ajuster elle-même. Le professeur commence à appeler des noms pour rendre les livres, et Shirota imagine l'horreur de Takamine marchant vers le devant, ses sous-vêtements tombant par terre, puis trouvant un moyen de le blâmer, ruinant sa vie. Puis, il se souvient de ce qu'elle a dit une fois, que bien qu'elle serait embarrassée si d'autres voyaient ses sous-vêtements, cela ne la dérange pas si c'est lui qui les voit. Avec cela en tête, Shirota prend une décision. Quand son nom est appelé, il va à l'avant à sa place. Le professeur le questionne, mais il ment, disant qu'il a mal entendu. Puisqu'il est déjà là, le professeur lui dit de donner son livre à Takamine. Elle le remercie en le faisant, et il se demande pourquoi il ressent le besoin de la protéger. Alors qu'il se retourne pour partir, Takamine piège son pied avec le sien, lui ordonnant de remettre correctement ses sous-vêtements. Sans échappatoire, Shirota utilise sa jambe pour les remonter lentement le long de sa cuisse, ressentant sa chaleur juteuse en le faisant. Soudain, le professeur appelle le nom de Shirota. Surpris, il pousse trop loin, frôlant son point sensible et la faisant pousser des petits cris de joie. Lorsqu'il lui demande si elle va bien, elle insiste que oui. Plus tard, dans la salle du conseil des élèves, Shirota lui dit qu'elle est incroyable. Mais elle répond qu'elle le testait seulement pour voir de quoi il est capable. Quand il demande ce qu'elle aurait fait s'il n'avait pas apporté son livre, elle dit simplement qu'elle n'y a pas pensé parce qu'elle lui fait entièrement confiance.
puis elle demande pourquoi il l'a sauvé de l'embarras, et il ne sait pas pourquoi. Takamine le taquine, suggérant que c'est parce qu'il veut être le seul à voir ses protecteurs de pêche. Il le nie, mais elle peut dire que c'est vrai, et admet que savoir qu'il est obsédé par elle la rend heureuse. Shirota demande alors à propos des bruits de bonheur qu'elle a fait plus tôt, mais elle le fait taire, lui ordonnant de ne plus jamais en parler. Plus tard, après le cours, le professeur demande à Takamine de rapporter l'examen écrit au laboratoire. Elle accepte avec un sourire, et instantanément, tous les admirateurs de la classe se pressent pour proposer leur aide. Elle continue de sourire poliment en refusant, mais son irritation grandit, car Shirota, l'âne, ne réalise toujours pas ce qu'il est censé faire. Alors elle remonte le temps, mais lors de la deuxième tentative, Shirota ne comprend toujours pas. Takamine doit le fusiller du regard, jusqu'à ce qu'il se souvienne enfin de son rôle de son esclave. Shirota se précipite pour se porter volontaire. Dans le couloir, Takamine le réprimande sévèrement pour l'avoir forcé à utiliser son pouvoir juste pour lui rappeler son devoir. Shirota baisse la tête, s'excusant en lui remettant sa culotte, réalisant enfin sa position. Ils continuent vers le laboratoire, mais leur chemin est débloqué par d'autres élèves désireux d'aider Takamine. Shirota est stupéfait de voir à quel point elle est adorée, car elle semble vraiment être une déesse à l'école. Il pense que s'il avait ne serait-ce qu'une fraction de son privilège, la vie serait tellement plus facile. À sa surprise, Takamine parle chaleureusement avec ses fans, se souvenant de nombreux détails de leur vie. Plus tard, Shirota essaie de faire la conversation, la félicitant pour la façon dont elle gère plusieurs gars si facilement. Takamine rétorque, lui disant de ne pas la comparer à une actrice de Fun-Hub qui joue en mode libre. Mais même si elle en était une, elle veut toujours être la numéro 1. Shirota est choqué par la comparaison audacieuse, puis se corrige, admettant qu'il admire sa capacité à parler à des gens qu'elle connaît à peine. Takamine explique fièrement que cela fait partie de son rôle de présidente du conseil des élèves. Impressionnée, Shirota demande comment elle connaît les noms de tout le monde. Elle répond avec désinvolture qu'elle les a tous mémorisés en une journée après être devenue présidente. Et comme tout le monde la connaît, elle doit connaître tout le monde en retour, sinon elle perdra. Shirota n'arrive pas à croire à quel point elle est compétitive à ce sujet, mais il la respecte pour avoir travaillé dur pour en arriver là et se demande ce qui la pousse à se dépasser autant. Puis Takamine mentionne qu'elle connaît les profils de tous les étudiants, y compris le sien. Elle commence à révéler où il habite, sa catégorie préférée de Gooning, et même son impressionnant 9 pouces. Shirota est étonnée mais embarrassée qu'elle dévoile des détails sur lui, et il s'exclame, demandant si elle en sait vraiment autant sur tout le monde. Cette question la fige, car elle n'aime pas être mise en doute. Avec un regard perçant, elle demande s'il insinue qu'elle est une harceleuse. Puis, elle souligne calmement un autre de ses traits, extrêmement autoproclamé, et, avec un sourire rusé, un peu dégénéré. Shirota se fige à sa dernière remarque et Takamine se penche, demandant si elle a tort. Déconcerté, il se détourne, insistant qu'il ne répondra pas et qu'elle ne voudrait de toute façon pas être regardée avec des yeux bizarres. Cela blesse son orgueil, alors elle s'attaque à sa jambe, le faisant s'écraser au sol. Puis, debout au-dessus de lui, elle le défie en demandant que s'il aime la regarder, que ferait-il? L'esprit de Shirota tourne, en voyant que la déesse de l'école le taquine à ce point, allant même jusqu'à déboutonner sa chemise juste pour voir sa réaction. « Toi ?» Pris de panique, il s'exclame qu'il devrait être en couple avant qu'il puisse répondre sérieusement à cela. Takamine cligne des yeux, puis rit, ne s'attendant pas du tout à cette réponse. Abandonnant son jeu, elle s'assoit à côté de lui, demandant doucement ce qu'il entendait par être un couple d'abord. Shirota panique, insistant qu'il ne le pensait pas comme un souhait, et elle rit à nouveau, appréciant à quel point il est déstabilisé, puis se lève et le quitte en disant qu'elle aime sa réponse. Shirota reste perplexe. Il veut la poursuivre, mais il trébuche dans les escaliers et dégringole. Plus tard, quand il se réveille, il est à la clinique, la tête reposant sur les genoux de Takamine. Surpris, il demande ce qui s'est passé, et elle explique qu'il est tombé des escaliers, et par gentillesse, elle a remonté le temps et l'a amené ici. Quand il la remercie, elle repousse sa tête dans son snoo-snoo, déclarant que c'est son nouveau profil. Comme il résiste à ses taquineries, elle le qualifie de vierge faible, ce qui à ses yeux signifie qu'il est un gars sérieux. Pendant un bref moment tendre entre eux, Takamine gâche tout en mentionnant qu'elle ne porte rien en dessous, et Shirota se redresse d'un bond. Réalisant que c'est après l'école, il panique car il a raté son examen de rattrapage de gym et doit refaire les tours de marathon. Déterminé, il admet qu'il veut gagner au moins quelque chose pour une fois, et cette détermination impressionne Takamine. Alors Takamine décide de regarder l'examen de rattrapage elle-même, mais elle ne le rend pas plus facile. À mi-chemin, Shirota est loin derrière, alors Takamine arrête sa course, soulignant sa mauvaise posture de course. Mais le contact rapproché et sa chemise trempée de sueur le font se plier comme un bretzel. Elle lui ordonne de terminer la course en 30 minutes, mais malgré ses encouragements, il échoue. Les autres le critiquent pour avoir déshonoré Takamine après qu'elle ait corrigé sa posture, mais elle déclare qu'ils continueront jusqu'à ce qu'ils réussissent. Avec cela, elle enlève son armure scénaristique et remonte le temps. Mais cette fois, Shirota suit à peine, mais commence à planifier ses excuses. Takamine suit les garçons à vélo, exhibant délibérément ses atouts pour que tout le monde les voie. Shirota panique et se précipite après elle, ne voulant pas que quelqu'un d'autre regarde son précieux. Et contre toute attente, il finit premier. Takamine lui rappelle qu'il a encore un dernier travail, et derrière les arbres, il remet sa couverture de pêche. Elle le taquine en lui demandant ce que ça fait de gagner en moins de 30 minutes. Épuisé, il n'avait même pas réalisé qu'il l'avait fait. Et pour une fois, Shirota admet qu'il n'a jamais pensé pouvoir gagner quoi que ce soit, surtout avec ses notes. Le rattrapage ne signifie peut-être pas grand-chose, mais il est heureux. Sa joie sincère amuse Takamine, et elle décide de rentrer chez elle. Ce soir-là, Shirota se souvient qu'il a encore son sac de sous-vêtements,
Il prévoit de le rendre demain, mais le tenir suffit à faire tourner son imagination. Avant qu'il ne puisse jeter un coup d'œil à l'intérieur, Takamine appelle, exigeant son sac, car elle veut aller courir la nuit. Shirota hésite, soupçonnant que c'est juste un autre test. Mais ensuite, elle envoie une photo d'elle sans protecteur de pepperoni, affirmant qu'elle sortira sans eux puisqu'il n'a pas répondu. Paniquée, Shirota se précipite pour la rejoindre. Elle envoie une autre photo depuis un parc à proximité avec un type au hasard en arrière-plan, la regardant. L'esprit de Shirota s'emballe avec des scénarios catastrophes où elle se fait manipuler comme un jouet. En vérité, Takamine avait prévu de feindre des excuses et de rentrer chez elle, rendant tout cela une taquinerie. Mais quand Shirota se présente réellement, elle est secrètement contente, bien qu'elle le cache sous son masque de tsundere, le félicitant pour sa réponse rapide et pour savoir où est sa place en tant qu'esclave. Shirota insiste que ce n'est pas une question d'obéissance, et que si quelque chose de mauvais arrivait, elle ne pourrait pas remonter le temps parce qu'elle ne porte pas de sous-vêtements. Takamine est prise au dépourvu par sa douce attention, mais elle le couvre avec une autre taquinerie, demandant s'il l'imaginait être touché par quelqu'un d'autre. Déconcerté, il le nie, disant qu'il était simplement inquiet. Son visage s'adoucit, et pour la première fois, elle le remercie sincèrement. Elle admet qu'il est le seul à s'inquiéter pour elle, et parce qu'il connaît son secret, il devrait se sentir honoré, car il est spécial. Ces mots piquent à la fois comme un compliment et une moquerie, mais Shirota ne peut s'empêcher de sourire. La connaître d'une manière que personne d'autre ne fait le remplit de chaleur. À partir de ce moment, il promet silencieusement de ne plus jamais la quitter des yeux. Le lendemain, pendant le cours de natation, Takamine plonge et impressionne tout le monde par sa vitesse, battant Uko, l'as de l'équipe de natation, qui est littéralement allé à l'étranger pour s'entraîner avec Michael Phelps. Lorsqu'elle sort de la piscine, l'eau dégoulinant de son corps comme une friandise juteuse, la foule admire son physique exquis. Même Shirota est figée, la mâchoire tombante. Mais avant qu'il ne puisse comprendre, Takamine dit nonchalamment qu'elle veut refaire la course, et active soudainement ses pouvoirs. Le temps recule et la course recommence. Cette fois, elle nage sur le dos, visage vers le haut, s'assurant que toute la classe ait une vue complète de ses mouvements en action. Shirota ne comprend pas pourquoi elle avait besoin d'une reprise, mais cet angle parfait lui donne envie de faire des choses impliquant de la vaseline et des mouchoirs. Après avoir terminé première à nouveau, elle marche directement vers lui et demande pourquoi il n'est pas curieux de savoir pourquoi elle a refait la course. Mais Shirota dit simplement qu'il n'a pas eu le temps de demander. Elle dit qu'elle voulait juste faire une impression durable, une qui fera d'elle le sujet des séances de plaisanterie des garçons, puis demande en taquinant à Shirota quelle performance a donné à son junior le salut complet. Shirota se fige, réalisant que s'il admet qu'il a aimé le dos crawlé, cela signifie qu'il reluquait son corps. Mais avant qu'il ne réponde, Takamine remarque son rougissement et le taquine encore plus, disant que ses yeux lui ont déjà donné la réponse qu'elle voulait. Puis il demande comment elle a remonté le temps malgré l'absence de protecteur d'intrigue, et elle révèle qu'elle a sacrifié un de ses cache-tétons cette fois. Mais rien que l'idée qu'elle ne porte qu'un seul protège-poitrine le fait flancher plus qu'un millier de gars devant Bonnie Blue. Takamine se penche et lui chuchote à l'oreille de rester après le cours. Ce soir-là, elle le traîne au centre commercial pour acheter de nouveaux protège-pêche. Shirota sue à grosses gouttes, ne sachant pas où regarder. Quand il demande pourquoi il est de même là, elle sourit et dit qu'il doit venir puisqu'il est son esclave maintenant. Puis, juste pour le torturer, elle lui demande quelle paire elle devrait acheter. Il marmonne que n'importe laquelle ira, mais elle ne le laisse pas s'en tirer. Alors, elle le force à choisir. Il attrape au hasard et choisit accidentellement le modèle le plus extravagant codé, Mia Khalifa, du magasin. Waouh! Magnifique! Takamine rit et le modèle contre son corps, semblant prête à faire des galipettes. Paniqué, il passe à un blanc pur pour montrer qu'elle est innocente, puis change pour un noir parce qu'elle est secrètement maléfique. Ensuite, il envisage le rose pour sa gentillesse, mais dans le désespoir, finit par choisir le bleu. Quand elle demande pourquoi, il marmonne qu'il n'a pas de raison. Elle sourit et l'entraîne dans la cabine d'essayage. Shirota panique, disant qu'il ne devrait pas être là, mais elle lui dit de s'agenouiller puisqu'il est celui qui les lui met. Elle soulève sa jupe, montrant qu'elle porte des collants épais pour qu'il ne voit rien. Il essaie de rester cool, mais son visage s'approche dangereusement de son snoo-snoo, qui sent les fleurs, alors qu'il fait glisser le tissu le long de ses jambes. Mais le parfum et la chaleur sont trop forts, ce qui le fait s'évanouir sur place. Plus tard, elle demande à nouveau pourquoi il a choisi la paire bleue. Shirata essaie d'esquiver, mais elle le plaque contre le mur et exige une réponse. Il lâche que, parce qu'elle ressemble à quelqu'un hors de sa portée, il choisit le bleu car cela ressemble à la façon dont elle est aussi haute que le ciel bleu et aussi profonde que la mer bleue. Takamine ne dit rien, elle sort simplement à son étage, le laissant paniquer, pensant qu'elle n'aime pas son choix. Mais après une pause, elle rougit et admet doucement que si elle le porte, son pouvoir de route éternel de vierge ne sera plus une chose. Le lendemain, Shirota attrape un rhume et devient pâle pendant le cours. Après l'école, il essaie de rentrer directement chez lui, mais Takamine insiste pour le raccompagner puisqu'elle habite à proximité. Chez lui, elle est surprise que sa chambre soit en fait propre, puis vérifie instantanément son ordinateur portable pour son stock secret de Johnny Sins. Il le referme brusquement, paniqué. Elle rit, disant qu'elle doit soigner son esclave avant qu'il ne devienne inutile. Lorsqu'elle lui demande s'il mange correctement et qu'il admet que non, elle propose de cuisiner. Il refuse, mais elle l'ignore. Elle le taquine, demandant si elle devrait seulement porter un tablier en cuisinant, et même essuyer sa sueur. Mais Shirota n'en peut plus, il craque, la pousse dehors et dit qu'il peut s'occuper de lui-même. Mais Takamine remonte le temps, et soudain il y a un bol de riz fumant sur sa table et une serviette fraîche à côté. Elle dit qu'elle l'a fait dans sa cuisine, et qu'elle réchauffera la serviette si elle refroidit. Alors qu'il mange, Shirota se demande pourquoi elle alterne entre le taquiner sans pitié et être extrêmement gentille avec lui. Plus tard, quand il est au lit, Takamine entre dans la chambre pour vérifier si la nourriture était bonne. Il dit que oui, mais à sa surprise, elle se glisse dans le lit à côté de lui.
disant que la chaleur corporelle est importante pour combattre le froid. Il proteste, mais elle remonte le temps à nouveau, enlevant toute trace de sueur d'elle-même pour sentir bon. Il dit que ce n'est pas la question, mais elle se rapproche, demandant s'il préférerait qu'elle sente plus sucrée. Il abandonne et se détourne, mais elle se blottit contre lui, lui disant de la considérer comme rien de plus qu'une bouillotte. Le cœur de Shirota s'emballe en sachant qu'il est au lit avec la déesse de l'école. Mais Takamine s'adoucit, admet qu'elle est allée trop loin et s'excuse. Puis elle presse son visage contre son corps, disant que cela l'aidera à se détendre et à mieux dormir. Elle le prévient de ne pas avoir d'idées bizarres, car c'est juste pour sa santé. Mais à sa surprise, pour la première fois, Shirota ne ressent rien de sale, mais au contraire, il se sent en sécurité. Doucement, il demande si c'est juste sa gentillesse pour s'assurer qu'il reste, et cette question la prend au dépourvu, son cœur battant. Elle ouvre la bouche pour répondre, mais Shirota s'endort avant qu'elle ne puisse répondre. Sur le chemin du retour, elle voit des enfants courir et se souvient de son enfance solitaire. À l'époque, elle n'avait jamais d'amis, mais une fois, alors qu'elle nourrissait un chat noir, Shirota est apparue et lui a donné du lait avec elle. Et depuis ce jour, elle a commencé à l'aimer, mais lui ne s'en souvient même pas. De retour chez elle, elle joue avec ce même chat, Kuro, et murmure à celui-ci à quel point Shirota est stupide de penser que sa gentillesse n'est que pour le garder près d'elle, et non parce qu'elle tient vraiment à lui, ce qui est sur le cas. Quelques jours plus tard, sur le chemin de l'école, Takamine mentionne nonchalamment les devoirs à rendre ce jour-là. Shirota est pris au dépourvu, car il pensait que c'était pour l'été, et il n'y a pas touché. Elle soupire de déception, comme si elle plaignait le professeur d'être coincé avec des idiots comme lui. Avec un air suffisant, elle propose son aide, mais seulement en échange de sa promesse de servitude éternelle et qu'il aboie pour elle comme un bon chien. Shirota est agacé par la moquerie, mais son rappel de ses mauvaises notes le touche profondément. Alors il déclare qu'il travaillera dur par lui-même pour sauver la situation pendant les cours et le déjeuner. En entendant cela, elle lui souhaite bonne chance, mais lui rappelle de ne pas négliger ses devoirs d'esclave. Plus tard en classe, Shirota travaille dur sur ses devoirs. Inquiet de savoir s'il finira à temps, Takamine est appelé à écrire au tableau, mais son image parfaite est gâchée lorsque le professeur la bouscule. Shirota s'attend à ce qu'elle utilise ses pouvoirs pour remonter le temps et sauver son aura, mais à sa surprise, elle laisse faire et continue simplement d'écrire. Plus tard, tandis que Shirota travaille encore, une fille remercie Takamine de lui avoir conseillé d'acheter une montre pour son béguin. Mais elle mentionne aussi qu'une nouvelle version de la montre est sortie le lendemain. Et Takamine hésite, pensant qu'elle devrait changer le passé à cause de cela, mais choisit de ne pas remonter le temps, lui disant plutôt de l'échanger. À la fin de la journée, Shirota finit enfin, seulement pour trouver Takamine trébuchant faiblement dans le couloir. Alarmé, il se précipite pour la soutenir. Elle écarte cela comme une fièvre, mais son visage pâle trahit la vérité, que c'est le prix de sa retenue à utiliser son pouvoir. Elle s'effondre, laissant Shirota certain que son soupçon est juste, qu'elle a refusé de remonter le temps pour ne pas déranger ses études. Il la presse de remonter le temps et de se rétablir, mais elle refuse, lui transférant le fardeau. Lorsqu'il hésite, elle lui rappelle que ses devoirs terminés disparaîtront si elle remonte le temps. Shirota dit que ce n'est pas grave car il peut les refaire, et qu'il préfère voir la Takamine habituelle et joyeuse, ce qui la fait rougir. Alors que sa jupe se soulève, il glisse soigneusement sa couverture de pêche vers le bas. Mais au lieu de revenir sur toute la journée, elle ne remonte que de quelques secondes, effaçant le moment où elle est tombée, disant avec fierté qu'elle refuse de remonter le temps juste parce qu'il l'a dit. Descendant les escaliers ensemble, elle promet de revoir son devoir pour que cela ne se reproduise plus, et qu'elle l'aidera. Quand les vacances d'été arrivent, elle l'invite chez elle pour l'aider à étudier. Seuls ensemble, elle corrige ses erreurs, remontant le temps chaque fois qu'il se trompe sur une question. Puis elle part faire du café, mais passe avant de révéler que ses parents sont absents pour plusieurs jours. Et les mots restent dans l'esprit de Shirota jusqu'à ce qu'elle se penche près de lui. Quoi ? Lui rappelant qu'il a encore tort. En un mouvement, son chemisier se soulève, sa couverture de complot glisse et le temps recule encore une fois. Alors que le temps continue de passer, elle le taquine, disant qu'il fait exprès de jouer l'idiot pour pouvoir rester la nuit et faire des bêtises avec elle. Son expression stupéfaite ne fait qu'alimenter son imagination, mais elle affirme qu'ils ne sont pas seuls, car Kuro, son chat, est toujours là. Sachant qu'il ne peut pas avoir d'animaux chez lui, Shirota souhaite le voir. Elle l'avertit que cela pourrait le distraire, mais accepte, murmurant doucement que le chat lui manque probablement aussi. Mais elle revient sans lui, disant qu'elle ne sait pas où il est. Alors, à la place, elle porte des oreilles de chat, se déclarant comme le substitut. Il proteste, incrédule, mais elle se déplace à quatre pattes, les hanches se balançant, la voix miaulant. Son corps le trahit et son bas-ventre réagit alors que son jeu devient plus audacieux. Lorsqu'elle s'agenouille, cambrant son dos, la vue le fait presque fléchir. Elle continue en se blottissant sur ses genoux, déclarant qu'elle continuera jusqu'à être satisfaite. Quand ses devoirs sont terminés, il fait déjà nuit et il la blâme pour son fanservice, qui en est à cause. Takamine avertit de la pluie et il l'ignore, pour finalement ouvrir la porte sur une averse. Calmement, elle suggère qu'il reste la nuit, et énumère toutes les nécessités, du futon de rechange, à la nourriture, à la salle de bain, avant de proposer sournoisement de lui laver le dos de la manière qu'il souhaite. Il cède instantanément. Mais avant que la discussion ne puisse continuer, un grattement à la porte signale le retour de Kuro. Elle fait entrer le chat, s'attendant à ce qu'il se souvienne du petit chat, mais il joue simplement avec le chat de manière décontractée. Au revoir. La laissant sous le choc, les lumières s'éteignent soudainement, plongeant la maison dans l'obscurité. Takamine masque son changement d'humeur avec une froideur posée, s'asseyant sur le lit et exigeant une histoire pour passer le temps. Quand Shirota échoue, elle choisit le thème des souvenirs d'école. Il se souvient des jeux après l'école et des séances de rigolade avec des amis. Mais elle s'irrite qu'il ne se souvienne pas. Il demande alors de l'eau. Mais par colère, elle vide une bouteille d'eau de frustration. Elle demande une autre histoire, mais quand il partage son surnom d'enfance. Oh, vous êtes Prey. Elle le coupe à nouveau.
Croyant qu'il l'ennuie, Shirota demande à utiliser la douche, mais Takamine part, puis revient en serviette, disant par dépit qu'il ne peut pas l'utiliser. Elle s'allonge et tourne le dos, boudeuse qu'ils ne se souviennent pas. Shirota, se sentant coupable, essaie de penser à une meilleure histoire. Il se souvient soudain de quelque chose de plus profond à propos d'un chat errant, dont il s'occupait autrefois avec une fille aux cheveux courts, et comment il apportait toujours des parapluies et des serviettes pour le chat. Elle demande ce qui est arrivé à la fille, et Shirota admet que la fille lui a un jour avoué ses sentiments, mais qu'il n'a jamais répondu, et qu'elle a finalement disparu avec le chat. Il admet qu'il regrette d'avoir perdu le contact, et qu'il n'a jamais appris son nom. Takamine, secrètement la même fille, est assise devant lui, l'incitant silencieusement à faire le lien, et demande ce qu'il ferait s'il la rencontrait à nouveau. Au lieu de cela, son cerveau stupide lui demande si elle connaît la fille, ce qui la déçoit, mais elle reprend sa contenance et le félicite de se souvenir. Soudain, le tonnerre gronde, la surprenant si violemment que sa serviette glisse, dévoilant complètement son corps, et elle lui saute dessus quand un éclair frappe à nouveau. Shirota réalise enfin qu'elle a peur de l'orage et qu'elle a utilisé ses devoirs comme excuse pour le garder là. Allongée sur lui, elle murmure qu'elle veut annuler ce moment. Mais comme ses pouvoirs ne fonctionnent pas sur lui, elle le supplie de l'effacer de sa mémoire. À la fin, elle reste pressée contre lui, tremblant dans ses bras. Et pour la première fois, Shirota voit sa vulnérabilité à nu, un côté de Takamine que personne d'autre n'a jamais vu. Quand la lumière revient, Takamine se lève rapidement, s'enroule dans une serviette et se dirige vers la cuisine, disant qu'elle va cuisiner quelque chose. Shirota essaie de protester qu'il va bien, mais elle écarte cela, affirmant que ce n'est pas pour lui, bien qu'elle promette toujours de préparer sa part s'il joue le jeu. Puisqu'ils sont seuls, elle propose un jeu de rôle en tant que jeune marié, et la règle est simple. Si l'un des deux refuse, ils ne seront jamais en couple pour le reste de leur vie. Shirota grogne à propos de ses bêtises, mais pour Takamine, c'est parfait. Pour elle, il était le plus facile à manipuler, un idiot qui ne peut pas résister. Avec le jeu établi, elle s'éclipse pour cuisiner. Quand Shirota va la voir, il est pris au dépourvu en voyant Takamine ressemblant à un véritable dessert dans son tablier. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, elle insiste pour qu'il la traite comme sa femme bien-aimée. Maladroitement, il s'exécute et lui demande de porter un protecteur de pêche. Amusée, elle lui dit de l'aider et il drape hésitamment une armure scénaristique sur son corps pour cacher l'exposition de Cheesecake. Avec cela fait, elle lui demande de l'aider avec la soupe, mais Shirota est tellement distrait par sa présence qu'il finit par la brûler. Agacé, Takamine remonte le temps et le réprimande légèrement pour son imprudence. Le dîner est finalement terminé, et lorsque Shirota admire sa cuisine, elle l'interrompt avec un sourire doux. Assise près de lui, elle insiste pour le nourrir comme le font les couples. Tremblant et rougissant, il la laisse faire. Le moment devient plus intense lorsque de la soupe se renverse sur ses cuisses. Il panique, craignant qu'elle soit chaude. Mais avant qu'il ne puisse agir, elle détourne la situation, lui disant de la nettoyer en la mangeant, ne voulant pas gâcher le goût de la soupe mélangée à sa sueur. Elle se lève même, lui offrant une vue complète de sa police et de ses jambes. Juste au moment où il hésite, elle rembobine le moment, en riant comme si c'était une blague. Elle déclare qu'elle a toujours sa dignité, le laissant gémir de confusion, incertain de ce qui est réel et de ce qui n'est qu'une taquinerie. Il termine le dîner et ensuite, Takamine propose de préparer le bain. Shirota se porte volontaire pour faire la vaisselle pour qu'elle puisse y aller en premier, mais elle refuse, insistant pour qu'ils se baignent ensemble comme un couple. Lorsqu'il réagit avec choc, elle rit simplement et dit que c'était encore une blague. Plus tard dans la salle de bain, il se détend enfin, cherchant le savon. Mais soudain, Takamine entre enveloppée seulement d'une serviette, souriant malicieusement, et dit que ce n'est pas parce qu'elle plaisante qu'elle s'arrête. Elle tourne autour de lui avec un regard qui le rend nerveux, puis le taquine avec l'idée qu'il pourrait utiliser son shampoing de manière dégénérée. Avant qu'il ne puisse se défendre, elle laisse tomber la serviette, révélant un maillot de bain trop révélateur, frôlant la classification R. Il essaie de partir, mais elle l'arrête, disant qu'elle va le laver et elle appelle ça un entraînement pour quand elle deviendra une épouse. Shirota se fige, stupéfait de voir à quel point elle imagine loin, mais elle balaye cela comme une compensation pour être restée. Il accepte à contre-cœur, bien qu'il la prévienne de ne pas exagérer. À l'intérieur, il lutte déjà contre ses pulsions, son self-control se fissurant sous sa présence. Lorsqu'elle commence à frotter du savon sur son dos avec ses mains nues, il essaie de se distraire en comptant des chiffres dans sa tête, mais cela échoue quand quelque chose de doux et rebondissant se presse contre lui. Alarmé, il se retourne, seulement pour la trouver tenant 2 ballons remplis d'eau, souriant de son air paniqué. Lorsqu'elle termine son dos, elle passe à son devant et dit qu'il est temps pour le shampoing. Shirota proteste qu'elle avait promis seulement son dos, mais elle détourne ses mots, disant qu'elle n'a jamais précisé quelle partie. Elle commence à lui laver les cheveux, ses mains lentes et précautionneuses. Il essaie de supporter, mais elle mentionne alors, de manière désinvolte, que le shampoing est le sien. La pensée le frappe fort. Réalisant qu'il va sentir comme elle, son corps réagit, le sang affluant vers le bas. Désespéré, il essaie de l'arrêter, mais dans son mouvement maladroit, sa main tombe contre ses complots. Tous deux se figent d'un instant, puis Takamine sourit sournoisement, le taquinant à nouveau pour son manque de patience. Il panique, sautant dans la baignoire pour se cacher. Mais quand elle réalise ce que ses mains essaient de lui cacher, elle s'excuse rapidement, déclarant sa mission accomplie. Plus tard, allongée dans la chambre d'amis, Shirota repense à tout ce qui s'est passé dans la salle de bain, se demandant comment Takamine a pu aller si loin avec lui. Sa tranquillité prend fin quand elle frappe, lui disant de régler une alarme, puis entre sans attendre. Elle saute sur lui dans une nuisette qui laisse peu de place à l'imagination. Planant au-dessus de lui, elle lui rappelle que sa position est toujours au-dessus. Shirota réalise que ces taquineries incessantes viennent du fait qu'il a vu son côté faible, et c'est ainsi qu'elle reprend le contrôle. Quelques jours plus tard, le festival d'été arrive et Takamine l'emmène avec elle, disant qu'elle doit patrouiller pour surveiller les élèves indisciplinés afin d'éviter toute progéniture accidentelle. Avant même de commencer, elle lui demande nonchalamment de l'aider avec sa culotte manquante, disant qu'elle n'a pas pris la peine d'en porter une pour la journée, surprenant Shirota.
Il essaie de raisonner qu'il n'y a pas de cachette, mais Takamine prétend rapidement que sa sandale s'est cassée, lui donnant une raison de s'éclipser dans un endroit tranquille où il l'habille en secret. Plus tard, alors que les feux d'artifice approchent, elle l'entraîne, cherchant la vue parfaite. En chemin, Shirota entend des chuchotements d'autres personnes sur combien ils ne vont pas bien ensemble en tant que couple, comparant à quel point il est banal à quel point Takamine est une bombe. Étrangement, ces mots l'excitent, et il se demande ce que ce serait si c'était réel, si elle serait plus douce, plus gentille, et lui demanderait directement de passer du temps ensemble à faire des galipettes. La pensée est interrompue par les feux d'artifice éclatant au-dessus d'eux. Takamine soupire, disant qu'il n'y a pas de problème ici, et remonte le temps pour essayer un autre endroit. Sur le pont, Shirota remarque des couples échangeant des boissons bouche à bouche. Son esprit vagabonde, se demandant s'il pourrait ne faire de même. Lorsqu'elle demande une boisson, il l'imagine un instant. Mais à la place, elle lui demande de l'aider à nouveau avec ses sous-vêtements. Il répète le processus à plusieurs endroits, chaque retour en arrière la laissant plus épuisée. Finalement, il se retrouve seul sans aucun problème nulle part. Lentement, Shirota réalise qu'elle ne rembobine pas par devoir, mais pour revivre des moments d'un rendez-vous, en passant par les endroits où les couples vont habituellement. Il se sent méfiant, pensant que peut-être ce que Takamine voulait vraiment, c'est le prétexte d'un rendez-vous. Il la regarde alors, et à cet instant, les feux d'artifice éclatent au-dessus d'elle, illuminant son visage. Il est frappé par sa beauté, incertain de savoir si c'est elle ou les feux d'artifice qui le laissent sans souffle. Elle sourit chaleureusement, disant que cette fois, ils sont juste à l'heure. Il acquiesce, murmurant que c'est beau, bien qu'il ne sache plus s'il parle des feux d'artifice ou d'elle. Mais pour une fois, elle lui sourit doucement et sincèrement, et elle admet qu'elle est heureuse aussi. Quelques jours après le festival, Takamine demande à Shirota de sortir pendant la journée portes ouvertes du campus. Elle veut visiter Ugaku, l'école pour les génies comme elle et Einstein. Mais rien que d'y penser, Shirota se sent mal à l'aise, car il sait qu'il est aussi intelligent que les filles qui font OnlyFans. Quand Takamine lui demande ce qu'il prévoit de faire à l'avenir, il admet qu'il n'en est pas sûr. Mais pour elle, c'est la mauvaise réponse. Elle s'attend à ce qu'il dise qu'il la suivra partout, quoi qu'il arrive. Elle se moque de son choix, mais il doit quand même rester son esclave. Mais pour Shirota, c'est juste une autre façon de dire qu'il doit entrer dans la même université qu'elle. Elle ajoute que tant qu'il remplit ses conditions, tout ira bien. Et Shirota grogne, pensant que c'est loin d'être la liberté. En parlant de liberté, Takamine passe un appel vidéo et lui montre son nouvel ensemble de vêtements épicés qui ne laisse presque rien à l'imagination. Shirota manque de s'étouffer en le voyant, et elle lui rappelle avec désinvolture que c'est lui qui avait choisi quelque chose comme ça la première fois. Et sans hésitation, elle montre la vue de dessous, ce qui est dévastateur pour lui. Takamine taquine en disant qu'un jour à l'université, elle pourrait devenir une sugar baby pour les seniors et avoir une relation libre avec eux. Shirota arrête immédiatement cette pensée, sachant que c'est une limite qu'elle ne devrait pas franchir, même en plaisantant. Elle transforme cela en menace, disant que s'il ne veut pas qu'elle devienne ainsi, il doit la suivre dans la même université. En récompense, il est le seul autorisé à la voir comme ça. Shirota essaie de discuter, soulignant que tout le monde sait que ses notes ne sont pas suffisantes pour réussir l'examen d'entrée de toute façon. Alors qu'ils sont encore en ligne, Kuro saute soudainement sur sa table, faisant tomber son téléphone. L'appel se termine, mais elle lui envoie rapidement un message menaçant de le punir s'il ne réussit pas à entrer dans la même université qu'elle. Quelques jours plus tard, ils visitent dans le campus d'Ogaku. Shirota arrive le premier, et lorsque Takamine apparaît, tous les regards se tournent vers elle, même si elle n'est pas habillée comme si elle valait $20 de l'heure. Elle le remarque et taquine Shirota pour avoir trop regardé, tandis qu'il est embarrassé, mais ne peut le nier. Soudain, elle se tient devant lui, expliquant que sa vie universitaire dépend de lui car, comme il a servi de porteur de sous-vêtements, s'il n'est pas là et que quelqu'un la voit se changer, cela pourrait être divulgué et elle pourrait finir dans un scandale. Pour Shirota, cette logique est insensée car se changer de sous-vêtements en classe est déjà mal et il y a des toilettes pour une raison. Takamine est surprise par sa pensée logique et le félicite pour cela, mais elle est déçue qu'il ne tombe pas dans le piège. Elle change de sujet, demandant quels sont ses projets. Même s'il n'a pas encore décidé, elle insiste pour qu'il réfléchisse sérieusement cette fois. Shirota admet qu'il envisage de travailler au lieu d'aller à l'université. Mais Takamine se fige un instant, puis demande des raisons. Il explique que sa petite sœur commencera l'école l'année prochaine, ce qui signifie plus de frais de scolarité pour leurs parents, et parce qu'il ne veut pas être un fardeau pour eux, il sent qu'il n'y a rien à l'université qui l'intéresse. Plutôt que d'étudier à moitié, il pense qu'il vaut mieux travailler et rembourser la gentillesse de ses parents. Takamine est surprise par sa maturité, mais elle essaie quand même de le raisonner, en disant qu'il peut trouver un emploi à temps partiel à l'université et être toujours son subordonné bien sûr. Lorsque l'orientation sur le campus commence, Takamine semble légèrement décalée, mais elle se ressaisit rapidement et rejoint la présentation. Quand cela se termine, elle lève audacieusement la main et demande quels sont les avantages de sortir diplômé de l'institution. Tout le monde est surpris par sa question. Le conférencier explique que les étudiants reçoivent des certificats pour leur haute performance et, dans de rares cas, les conférenciers fournissent des lettres de recommandation pour les candidatures à des emplois. Takamine en reste là, mais elle est d'une certaine manière insatisfaite et remonte le temps. Elle reformule sa question et demande quels sont les avantages d'être le meilleur diplômé de l'université. Même si la réponse reste la même, elle semble plus éclairée par la suite. Shirota demande ce qui a changé et elle explique la différence entre institution et université et insiste sur la spécificité. Plus important encore, il est maintenant temps pour lui de l'aider avec ses sous-vêtements. Shirota est stressée par la demande, mais Takamine le rassure car grâce à la forme incurvée de la table et à leur position au-dessus, personne ne verra ce qui se passe en dessous. Vaincu, Shirota rampe en avant et ajuste rapidement ses sous-vêtements. Takamine le taquine, emprisonnant sa tête entre ses jambes pour qu'il le fasse correctement. Plus tard, sur le chemin du retour, Shirota admet qu'il a apprécié la visite du campus, mais il ne comprend toujours pas pourquoi elle a changé sa question. Takamine explique qu'elle veut être la déesse omnisciente et que pour elle, être précise est important.
Plus important encore, elle veut l'utiliser aussi efficacement que possible si un jour ils sont séparés. À la surprise de Shirota, il s'attend à ce que Takamine l'enchaîne partout, mais elle dit que c'est une blague car elle n'est pas une tyran. Pourtant, il ne doit pas se réjouir car elle l'utilisera autant qu'elle le souhaite pour le reste de leur temps ensemble à l'école. Shirota se fige. Il devrait se sentir soulagé à l'idée d'être libre plus tard, mais quelque chose se tord dans son cœur car il n'est pas sûr qu'il serait heureux d'être séparé d'elle. Le lendemain à l'école, Shirota ne peut s'empêcher de repenser à l'air triste qu'avait Takamine hier. Quand il la salue, elle revient instantanément à son comportement habituel, mais Shirota remarque quelque chose qui cloche. La jupe de Takamine est étrangement positionnée et des élèves pointent leur téléphone vers elle. Quand il lui dit discrètement, elle prétend que c'est intentionnel, mais la réajuste quand même, comme si elle craignait qu'il ne veuille pas que d'autres garçons voient de ses gâteaux. Alors qu'il continue, il remarque même qu'elle ne porte qu'une seule chaussette, ce qui renforce son soupçon que quelque chose ne va pas chez elle aujourd'hui. Puis dans le train, l'anxiété de Shirota grandit. La perfection habituelle de Takamine semble avoir échappé. En l'observant attentivement, il remarque que la physique de ses melons rebondit d'une manière qui montre clairement qu'elle ne porte pas de protecteur du tout. Avant qu'il ne puisse la prévenir, elle le surprend en train de regarder et, alors que les portes se ferment, une partie de sa chemise se coince, tirant vers le bas et exposant ses secrets à toute la foule. Shirota se souvient immédiatement que quiconque voit ses paires divines deviendra immunisé contre ses pouvoirs. Pensant rapidement, il la couvre de ses propres mains, bloquant la vue. Takamine ne perd pas de temps. Elle claque des doigts et remonte le temps jusqu'à ce matin, réinitialisant complètement la journée. Shirota est stupéfait, réalisant qu'elle recommence tout depuis le début. Alors qu'il reconstitue les éléments, il réalise quelque chose de crucial, que même si elle le traite comme un outil, l'idée de le perdre a dû la bouleverser. C'est pourquoi elle est soudainement devenue si maladroite. Silencieusement déterminée, Shirota prend la décision de rejoindre une école de soutien scolaire et de travailler dur pour entrer à Ogaku et rester à ses côtés. Mais alors qu'il entre pour la première fois dans l'école de soutien scolaire, prêt à se plonger dans ses études, il heurte de manière inattendue une blonde éblouissante, une version animée de Margot Robbie, qui le regarde avec reconnaissance dans les yeux. Shirota se fige, pris complètement au dépourvu. Au moment où leurs regards se croisent, la fille blonde se précipite et jette ses bras autour de Shirota, le serrant fort. Avec un grand sourire, elle se présente comme Ellie. Après avoir terminé l'inscription au cours, les deux marchent naturellement ensemble et des souvenirs commencent à revenir à Shirota. Il se rend compte qu'il l'a vue pour la dernière fois il y a presque 5 ans, tandis qu'Ellie rit en se rappelant comment elle était plus grande que lui, pour remarquer qu'il a grandi. À l'époque, ils jouaient sans fin, jusqu'à ce que leur inscription dans des écoles différentes les sépare. Shirota remarque qu'elle a beaucoup changé, car elle a l'air plus mature, élégante et se tient avec une élégance surprenante. Ellie rayonne de fierté face au compliment, en balançant ses cheveux alors qu'elle annonce qu'elle fait du mannequinat amateur. Puis, elle lui demande s'il a des projets après. Lorsqu'il admet qu'il n'en a pas, elle l'entraîne instantanément vers le parc où il jouait enfant. Une fois arrivé, Shirota remarque l'escalier familier qui mène à l'endroit même où il a rencontré Takamine pour la première fois. Bien qu'à présent, il ne se souvienne pas clairement de ce souvenir. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Ellie lui attrape soudainement la main et le tire vers la fontaine où il faisait autrefois des batailles de ballons d'eau. Avec enthousiasme, elle demande s'il veut jouer à nouveau, mais Shirota, maintenant un peu plus conscient de lui-même, se sent embarrassé, soulignant qu'ils ne sont plus des enfants. Ellie, inconsciente de son hésitation, s'élance pour attraper des ballons quand même. Son énergie est incontrôlable comme il y a des années. Alors qu'elle les remplit pour Shirota, elle explique joyeusement les règles à nouveau comme si rien n'avait changé. Mais quand il s'agit de remplir des ballons pour elle-même, elle choisit des ballons surdimensionnés, gonflant ses joues avec détermination. Soudain, l'un d'eux explose dans ses mains, la trempant de la tête aux pieds. Shirota lui offre rapidement une serviette, mais Ellie la refuse avec un sourire, déclarant qu'elle n'en a pas besoin, puisqu'elle ne porte même pas d'armure scénaristique. Cette phrase fait plier Shirota. Alors, paniqué, il propose qu'ils se rafraîchissent avec une glace à la place. Sur le chemin du magasin, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Ellie est si insouciante et n'a aucune garde. Et si Takamine le surprend dans cette situation, elle traitera Ellie comme une poupée de chiffon. Lorsqu'il revient avec une serviette et 2 cornets de glace, Ellie soulève nonchalamment son t-shirt pour montrer qu'elle est déjà sèche, manquant de peu de dévoiler tout le parc. Shirota manque de faire tomber les cornets d'horreur, la suppliant de ne pas exposer ses melons en public. Elle rit simplement et dit que ce n'est pas grave parce qu'elle ne les montre que pour lui, puisque leur lien va au-delà du genre. Alors qu'il s'assoit, Ellie demande quelle école il vise. Shirota n'est même pas sûr d'en fréquenter une. Il se souvient que Takamine lui a dit de la rejoindre à la même université, mais avec l'argent qui manque, il ne sait pas si c'est possible. Quand il l'admet, Ellie incline la tête et demande franchement s'il sort avec cette fille. Déconcertée, Shirota panique, mais elle lit facilement l'expression sur son visage. En souriant, elle le taquine en disant qu'il doit rêver de donner à la fille un bon vin. Ellie lui tapote maladroitement le dos à la place, seulement pour que Shirota sourie encore plus largement, affirmant que toute fille qu'il invite dans son école doit secrètement l'aimer. Elle lui offre sa glace, mais elle fond et coule sur son cou. Sans hésiter, Ellie se penche et la lèche, en voyant Shirota dans tous ses états. Elle rit de sa réaction, disant que les filles font ça tout le temps, mais son esprit est instantanément envahi par des images maudites d'elle et Takamine faisant des bêtises ensemble. Sa panique ne fait qu'empirer lorsque, comme invoquée par sa conscience coupable, Takamine apparaît soudainement derrière eux. Au début, elle a l'air furieuse. Mais en quelques secondes, son expression se transforme en ce sourire taquin, appelant Shirota audacieux pour s'amuser en public. Shirota demande pourquoi elle est là alors qu'elle était censée être souffrante. Takamine croise les bras et déclare qu'elle est toujours en pleine forme. Puis, revenant à son personnage en colère, elle exige de savoir pourquoi il est amical avec cette Temu Margot Robbie. Ellie, au lieu d'être insultée, s'illumine de joie, ravie que Takamine l'ait appelée Margot Robbie.
Ellie sort un des ballons et explique qu'il jouait simplement, mais le visage de Takamine rougit quand elle le prend pour quelque chose de bien moins innocent. Pourtant, elle sait que Shirata n'a pas le courage de faire un geste. Alors elle demande directement à Ellie quelles sont ses intentions. Elles insistent toutes les deux qu'elles jouaient seulement à cause de la chaleur estivale. Mais l'imagination de Takamine s'emballe à nouveau. Quand Ellie l'invite à se joindre à elle, elle imagine un tout autre scénario à trois, tandis que Shirata s'exclame nerveusement qu'il ne veut pas la tremper. Takamine grogne et rétorque qu'il n'a de toute façon pas ce qu'il faut pour lui donner envie de se salir. Quand Ellie s'élance pour remplir des ballons, Shirota demande discrètement si Takamine est d'accord avec ça, seulement pour se faire gifler violemment au visage. Elle le gronde pour être un playboy sans vergogne et lui fait la leçon sur l'importance de se concentrer sur les examens et son avenir au lieu de s'amuser. Juste au moment où Shirota commence à sombrer dans la honte, Ellie revient, admettant que c'était son idée et insistant sur le fait qu'elle l'a forcé à jouer. Voyant le paquet de ballons dans sa main, Takamine réalise enfin qu'elle a tiré la mauvaise conclusion. Ellie se présente correctement et Takamine se souvient d'elle comme la fille énergique qui jouait avec Shirota. Gênée par ses propres suppositions, Takamine se tourne pour partir, mais Ellie insiste pour qu'elle reste et envoie Shirota chercher des boissons. Seuls ensemble, Ellie s'excuse pour son comportement. Ayant fréquenté une école de filles, elle n'a jamais vraiment appris où tracer les limites avec les garçons. Elle explique qu'il est naturel pour une femme de se sentir protectrice quand une autre fille se rapproche de l'homme qu'elle aime. Puis, elle complimente ouvertement l'apparence de Takamine. Quand Takamine essaie de nier être amoureuse de Shirota, Ellie la confronte, disant que c'est écrit sur son visage. Quand Shirota revient, Takamine avertit sévèrement Ellie de ne pas en dire un mot. Ellie accepte, puis mentionne en passant qu'elle a une séance photo et s'éclipse, mais pas avant de taquiner qu'elle verra Shirota à l'école de soutien. Restée seule, Takamine devient méfiante et l'accuse d'y aller seulement pour s'amuser. Shirota explique frénétiquement qu'il a rejoint parce qu'il y a des problèmes avec lesquels il a du mal, et qu'il veut étudier plus sérieusement pour pouvoir entrer dans la même université qu'elle. La confession fait battre le cœur de Takamine, bien qu'elle soit agacée qu'Ellie l'ait su avant elle. Promettant de l'aider, elle enlève son armure de complot et remonte le temps juste pour recadrer le moment. Cette fois, elle exige qu'il la remercie au lieu de discuter, lui tendant ses sous-vêtements et lui ordonnant de les lui remettre. Tandis qu'il le fait avec hésitation, elle admet doucement qu'elle va aussi loin seulement parce qu'il travaille si dur pour elle. Une fois qu'il a terminé, elle lui prend la main et, avec un sourire malicieux, lui dit qu'elle le ramène chez elle pour lui vider le cerveau en étudiant. Ce soir-là, Shirota étudie sous son regard attentif, peinant à se concentrer avec Kuro également présent. Mais Takamine lui ordonne de se concentrer pendant qu'elle tient Kuro dans ses bras, lui disant comment Shirota se bat pour elle. Un jour, après des cours supplémentaires, Shirota sort avec Ellie, et d'une manière ou d'une autre, Takamine passe et demande s'ils veulent se traîner, et Ellie propose son restaurant familial habituel. Pour Shirota, cela semble étrange, car Takamine ne montre jamais autant d'émotion à qui que ce soit. Ses pensées sont interrompues lorsque le serveur salue Ellie de manière décontractée. Ils se connaissent clairement, et Ellie commande même pour eux. Puis le serveur mentionne qu'elle finira son travail dans 1 heure. Shirota demande qui elle est, et Ellie dit que c'est son amie de l'école qui lui donne toujours des frites en plus. Donc aujourd'hui, Ellie paiera pour tout le monde. De nulle part, Takamine murmure qu'elle est au régime, et Ellie s'excuse rapidement, puis loue le corps sexy et voluptueux de Takamine. Quand la nourriture arrive, Takamine n'a que du thé, tandis que l'assiette d'Ellie ressemble à quelque chose que vous, gros porc, commanderiez. Takamine demande des nouvelles de la leçon du jour. Shirota dit que le tuteur est génial et facile à suivre, et que c'est agréable parce qu'Ellie est là. Ellie ajoute qu'elle ressent la même chose, ce qui provoque une douleur instantanée pour Takamine. Surtout quand Ellie mentionne qu'elles étudiaient ensemble. Takamine réplique, demandant si Shirota aime juste étudier avec des filles, puisqu'elle-même avait été sur sa liste il n'y a pas longtemps chez elle, seule à la maison. Shirota essaie de la corriger, mais Ellie le prend autrement, excitée parce qu'elle sait à quel point Takamine est intelligente. Ellie admet qu'elle et Shirota jouaient trop et oubliaient les devoirs, contrairement à elle. Takamine ricane, disant qu'elle ne peut pas s'en empêcher, même si elle est avec eux. Puis elle mentionne qu'elle s'est une fois déguisée en chatte pour que Shirota étudie. Shirota s'étouffe, disant que c'était son idée, mais Ellie trouve ça amusant, comme Halloween, et propose qu'ils étudient tous ensemble et fassent une soirée pyjama. Shirota dit qu'il viendra si c'est sérieux, mais Ellie insiste sur la soirée pyjama puisqu'il le faisait aussi avant. Takamine rétorque que c'est dangereux, et elle déforme l'histoire, racontant à Ellie comment Shirota a une fois utilisé la pluie comme excuse pour rester chez elle, et a ensuite heurté son ventre avec le sien la nuit. Shirota est horrifiée, mais Takamine lui écrase le pied pour le faire taire. Ellie ne comprend pas. Alors Takamine continue en disant qu'Ellie ne connaît que le Shirota innocent, pas le bizarre. Shirota proteste, mais Takamine taquine en disant que peut-être que les gens devraient entendre sa version puisqu'elle le connaît mieux que quiconque. Et Ellie saisit l'allusion. Plus tard, Ellie prend Takamine à part pour discuter pendant que Shirota rentre chez lui. Ellie s'excuse si Takamine pense qu'elle essaie de prendre Shirota, l'assurant que ce n'est pas le cas, car elle a déjà quelqu'un. Et honnêtement, elle préfère Takamine à Shirota. Takamine se fige, ne comprenant pas, jusqu'à ce qu'Ellie parte avec le même serveur qu'auparavant, main dans la main. Et ce n'est qu'alors que Takamine réalise que cette fille préfère les ciseaux aux pierres dures. Quand elle revoit Shirota, il demande de quoi elles ont parlé. Takamine taquine, disant qu'elle discutait de combien il est dégénéré. Shirota manque de mourir sur le coup, mais elle balaye cela d'un revers de main en disant que c'est juste une discussion entre filles. Alors qu'il passe devant le parc, Takamine aperçoit les ballons d'Ellie encore dans son sac et défie Shirota, disant que le gagnant obtient une faveur du perdant. Shirota résiste, mais elle grogne, se demandant pourquoi il jouerait avec Ellie, mais pas avec elle. Alors il joue là. Shirota sait déjà qu'il ne peut pas battre Takamine, et il ne veut pas non plus mouiller sa robe. Alors il lance des tirs faibles, mais Takamine saute volontairement dans l'un d'eux, se mouillant comme Ellie plus tôt. Elle le fixe, demandant s'il n'a vu qu'une fille mouillée ce jour-là, ou si c'était quelque chose de plus. Shirota panique, ce qui l'énerve, et elle lui lance les 4 ballons d'un coup.
Takamine gagne alors, et comme récompense, elle ordonne à Shirota de lécher sa sueur. Il se fige, se souvenant quand Ellie a léché la glace sur son cou, et réalise que Takamine veut surpasser cela. Il la supplie d'arrêter, car c'est un lieu public, mais elle insiste, évoquant même Ellie qu'il a léché l'autre jour. Il réalise qu'elle est jalouse. Alors pour lui faire plaisir, il dit qu'il va lui lécher le cou, mais Takamine sourit et montre son cou propre. Elle veut un endroit en sueur, comme sous sa jupe, entre ses cuisses, sur ses parcelles, ou peut-être tous. Shirota proteste, mais elle le traite de menteur, et sachant qu'elle ne reculera pas, il cède. Derrière les arbres, Takamine soulève sa robe. Shirota s'agenouille et, troublé par sa peau délicate, choisit son ventre. Avec toute cette tension, il le fait, tandis que Takamine s'efforce de ne pas émettre un bruit de plaisir heureux. Quand c'est fini, elle lui dit de ne pas trop réfléchir, car ils ne se sont pas beaucoup vus dernièrement et elle veut juste être avec lui. Elle s'excuse même, car ses souvenirs d'Ellie sont maintenant remplacés par elle, mais cela en dit assez et lui confirme que Takamine est jalouse. Mais la chaleur du moment le rattrape, et Shirota finit par avoir de la fièvre s'évanouissant. Le dernier jour de l'été, Shirota et Takamine partent en vacances. Elle l'a aidé à étudier sans rien demander en retour, mais il veut la remercier. Alors pour une fois, il veut être un gentleman. Il se promène et Shirota mentionne vouloir un café. Takamine sort des coupons et, comme toujours, veut avoir le contrôle. Quand Shirota revient avec des boissons, elle remonte le temps juste pour insister qu'il utilise ses coupons à elle. Elle l'entraîne même dans un coin tranquille, ce qui est rare pour elle. Plus tard, dans un magasin, Takamine montre une peluche de lapin en disant qu'elle est mignonne. Shirota l'achète en secret, et quand il la lui donne, elle dit qu'elle préférerait lui offrir quelque chose plutôt que de recevoir. Elle demande ce qu'il veut faire d'autre. Il dit un tour en bateau, car ce sera son premier, mais il s'avère que c'est aussi le sien. Alors qu'il rame, Takamine s'énerve et exige un tour. Lorsqu'il refuse, elle saute dans l'eau, se déshabillant pour remonter le temps. Cette fois, cependant, elle remet elle-même ses sous-vêtements. Shirota le fait remarquer, et elle s'en va furieuse, disant qu'il est trop lent. Il s'excuse, inquiet que le voyage soit une perte de temps pour elle, mais elle dit que c'est parce qu'il se force au lieu de profiter du moment. Elle lui rappelle que la raison pour laquelle elle l'a amené ici est de lui offrir un cadeau pour son travail acharné. Et il comprend enfin son comportement étrange, alors il la remercie pour l'aide, les études et les vacances. Cette honnêteté la prend au dépourvu. Déconcerté, Takamine accepte finalement de le suivre pour le reste du voyage. Quelques jours plus tard, Shirota est censé étudier avec Takamine, mais en chemin, il croise Ellie, et d'une manière ou d'une autre, elle se joint à eux. Les trois finissent par étudier Irambol, mais Takamine est furieuse, tandis qu'Ellie est aux anges d'être dans la chambre de Takamine, et elle admet même qu'elle a toujours voulu étudier avec elle. Takamine n'en peut plus. Elle s'emporte, demandant pourquoi Ellie ne va pas simplement étudier avec son amante des ciseaux à la place. Ellie hausse les épaules, disant que Ririka est trop occupée ces derniers temps, donc elle n'a personne avec qui jouer. Takamine lui aboie d'aller jouer sur le terrain de jeu si elle veut des jeux, mais Ellie n'est pas du tout offensée. Et c'est à ce moment-là que Shirota se souvient de quelque chose qu'Ellie a dit une fois, qu'elle préfère les filles. Son soupçon est confirmé au moment où Ellie taquine délibérément les atouts de Takamine, en lui posant une question. Takamine se lève immédiatement et envoie Shirota acheter des boissons. Il veut refuser, craignant de la laisser seule avec Ellie, mais un regard mortel de Takamine le fait fuir. Seule, Takamine ne mâche pas ses mots. Elle dit à Ellie de partir, affirmant qu'enseigner à Shirota est déjà assez difficile sans un autre idiot présent. Ellie rit simplement, mais avant de partir, elle demande si Takamine est en couple avec Shirota. Takamine le nie catégoriquement, mais Ellie voit clair en elle. Elle taquine que Shirota est difficile à approcher, manquant toujours les indices, ce qui épuiserait n'importe qui. Cela touche Takamine et elle admet qu'Ellie a raison, car peu importe combien elle essaie de le séduire, son crâne épais ne remarque jamais rien. Ellie est surprise par son honnêteté, et Takamine se rétracte, disant que c'est à propos d'une amie à elle. Ellie joue le jeu et demande ce que cette amie a fait. Takamine raconte tout, de l'acte félin au coup de la salle de bain, chaque petite tentative. Ellie bouillonne de jalousie mais garde le silence. Takamine continue, disant que si l'homme ne peut pas comprendre les indices d'une femme aussi formidable que son amie, alors quelque chose ne va pas chez lui. Ellie demande si cet homme montre jamais quelque chose en retour. Takamine réfléchit un instant à la nuit où l'homme se précipite chez son amie, très inquiet pour elle, allant même jusqu'à planifier un rendez-vous et à étudier dur pour entrer sur le même campus. Ellie est sur le point d'exploser en écoutant Takamine continuer à s'appeler l'ami et Shirota l'homme. Takamine le décrit comme simple, pas particulièrement spécial, mais sincère, et quelqu'un qui agit par responsabilité. Ellie se lève d'un bond, déclarant que si quelqu'un est prêt à se consacrer comme étudier pour elle et planifier un avenir avec elle, alors c'est de l'amour, pur et simple. Takamine se fige, car elle n'a pas mentionné sa stupidité, mais Ellie prétend que c'est juste une supposition. Puis elle demande si Ellie est venue ici juste pour toucher ses atouts irrésistibles. Ellie s'excuse, mais dit que ce n'est pas de sa faute. Le corps de Takamine est magnétique pour les hommes et les femmes. Takamine sourit, puis propose de la laisser les toucher quand même. Quand Shirota revient, il s'attend à moitié à ce que Takamine ait expulsé Ellie avec un suplex, mais les bruits à l'intérieur le rendent curieux. Depuis la pièce, il entend Takamine gronder Ellie de ne pas le tenir si serré, tandis qu'Ellie s'extasie sur sa douceur. Shirota est sur le point de perdre la tête, mais ensuite Ellie pousse un cri aigu en disant qu'elle ne veut pas être léchée. L'imagination de Shirota s'emballe, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il joue simplement avec Kuro. Les jours passent, et la saison des pluies commence. Sur le chemin de l'école, Shirota et Takamine sont contents que la pluie ait cessé pour que leurs uniformes ne soient pas trempés, mais Takamine remarque que cela joue en sa faveur, car si elle perd son protecteur de complot, elle peut le cacher sous son blazer, contrairement à l'été où ses parties précieuses sont trop faciles à voir.
C'est alors que Shirota réalise que chaque fois qu'elle porte son blazer, elle ne porte généralement rien du tout. Elle remarque son visage et demande si son histoire est ennuyeuse, mais il secoue la tête si vite qu'elle décide de jouer à un jeu. Elle lui dit de se retourner, et quand elle a fini de remonter le temps, il doit deviner quel sous-vêtement elle a perdu avant qu'il n'atteigne la gare, et le gagnant peut donner des ordres au perdant. Pour Shirota, c'est du pur hasard. Takamine le taquine en lui demandant d'utiliser ses compétences de détecteur dégénéré pour détecter le son du tissu frottant quand elle marche. Mais il crie qu'il n'est pas une sorte de sorcier. Elle augmente les enjeux en disant que s'il gagne, il peut la faire étudier en maillot de bain. Quant à elle, laisser un minable comme lui donner des ordres serait une bénédiction. Il refuse, disant qu'il ne veut pas ça. Et il demande ce qu'elle voudrait si elle gagnait. Elle lui dit qu'elle souhaite l'attacher et lui faire écouter sa voix en boucle toute la nuit avec des écouteurs. Et Shirota sent sa dignité s'effondrer. Pourtant, il essaie d'analyser sa démarche attentivement. Lorsqu'il aperçoit une flaque d'eau, il pense l'utiliser pour regarder sous sa jupe. Mais il s'arrête. À la gare, elle demande sa réponse. Il devine qu'elle a perdu son haut, et elle lui dit que c'est faux et que c'est son bas. Elle le taquine en disant qu'il a eu plein d'occasions mais ne les a jamais saisies, et Shirota admet qu'il n'a pas pu se résoudre à regarder sous sa jupe. Takamine semble déçue, admettant qu'elle aurait aimé qu'il devine juste, se laissant même passer près de cette flaque pour lui. En entendant cela, Shirota est stupéfait de savoir qu'elle voulait vraiment qu'il regarde. Plus tard dans le train, ils parlent du festival de l'école. Leur classe fait une pièce de Cendrillon, et le professeur attribuera bientôt les rôles, mais Shirota espère ne rien avoir d'important. Takamine lui rappelle que l'année dernière, il n'était qu'un panneau humain pour l'affiche de la classe. Gênée, il demande comment elle le sait, et elle dit simplement qu'elle sait tout. Elle déclare ensuite qu'elle sera Cendrillon, donc Shirota doit prendre un rôle aussi. En classe, Takamine se tient devant et demande des volontaires. Puis, tout le monde est d'accord pour qu'elle soit Cendrillon. Quand il s'agit du personnel, personne ne lève la main pour l'équipe du son, alors Shirota se porte volontaire seulement pour que Takamine remonte le temps et l'en empêche. Elle le traîne devant sous le prétexte d'écrire des noms. Sans échappatoire, Shirota se tient à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle appuie délibérément sa boulangerie contre son levier, puis se penche sur le bureau en demandant qui veut être le prince. Shirota s'effondre presque à cause d'un coup de chaleur, mais personne ne le remarque. Beaucoup de garçons se portent volontaires, jusqu'à ce que le garçon le plus populaire, Seiya, se lève, et avec lui, les autres se retirent. Takamine chuchote que Seiya pourrait devenir son deuxième porteur de sous-vêtements, puisque, en tant que prince, il sera proche d'elle. En plus, il est intelligent et pourrait facilement la faire chanter pour des faveurs. Cette idée horrifie Shirota, car il ne veut pas que Seiya prenne Takamine en otage. Donc, sans autre choix, il s'inscrit aussi pour être prince. Takamine est ravi lorsque Shirota s'inscrit pour la pièce, bien qu'il soit évident que la présence de Seiya suscite un élan soudain de courage. Lorsque les votes arrivent, Shirota perd face à Seiya sans aucun doute. Sur le chemin du retour, Shirota demande si elle pensait vraiment ce qu'elle a dit à propos de faire de Seiya son deuxième porteur de garde-robe. Takamine s'arrête, se retourne et admet que c'était un appât, juste un truc pour le faire s'inscrire comme prince. Mais puisqu'il a perdu, il peut au moins être le garde du prince, ce qui signifie beaucoup de temps sur scène de toute façon. Elle continue de marcher, ajoutant qu'elle ne veut pas qu'il soit coincé en tant que membre de l'équipe en coulisses, car au fond, elle veut qu'il finisse même par apprécier le festival. À l'approche de l'événement, les répétitions deviennent quotidiennes. Le dernier jour de préparation, tous ceux qui n'ont pas de rôle sont contraints à des tâches en coulisses. Takamine donne personnellement sa tâche à Shirota, ce qui fait immédiatement vibrer son fan club enragé. Shirota réalise que Takamine n'a jamais interagi ouvertement avec lui à l'école jusqu'à aujourd'hui, et cela seul le rend nerveux, car elle a toujours un plan. En peignant le décor, il gâche les lumières. Un camarade de classe le gronde, disant qu'il n'y a pas de temps pour le réparer et murmure qu'il est inutile. Avant que cela n'escalade, Takamine remonte le temps. Elle le tire derrière le décor et le gronde elle-même pendant qu'il travaille. Puis, alors qu'il enfile sa culotte, quelqu'un l'appelle. Takamine passe la tête, laissant Shirota trembler en essayant de ne pas gâcher le travail. La tension ressemble à une bombe à retardement, mais elle reste parfaitement calme. Lorsqu'elle sort enfin, la culotte est encore à mi-chemin. Shirota veut la prévenir, mais avant qu'il ne puisse le faire, elle saute pour attraper une planche qui tombe, les remettant en place en plein saut. Il est stupéfait par son calme, mais elle lui dit simplement de retourner au travail. Le soir venu, le décor est terminé. La lune est haute et Takamine prononce un court discours avant de renvoyer tout le monde chez eux, sauf Shirota, et elle l'appelle sur le toit. Il se prépare à se faire gronder, mais elle veut simplement profiter du ciel nocturne, en sachant que c'est leur dernier festival scolaire, avant que les examens ne prennent le dessus. Takamine avoue qu'elle a toujours aimé la veille du festival, surtout cette année avec son porteur de costumes à ses côtés. Elle regrette qu'ils ne se soient pas rencontrés en première année. Shirota réalise qu'elle l'a amené ici juste pour partager ce moment, et il promet qu'il sera là avec elle au festival du campus aussi, car il est déterminé à rester avec elle jusqu'à l'université. Takamine devient silencieuse, puis admet qu'elle n'aimait pas Cendrillon. Elle détestait l'idée de rester silencieuse sur ce que l'on veut. Et pour elle, si on veut quelque chose, on se bat pour l'obtenir, et il n'y a pas de fée marraine dans la vraie vie. Pourtant, elle comprend la cage de Cendrillon, la frustration de vouloir mais de ne pas pouvoir saisir. Cette fois, elle peut enfin le dire. Takamine s'approche et prend la main de Shirota. Elle est sur le point de se confesser, mais elle éternue, et Shirota, manquant complètement le signal comme un parfait idiot, dit qu'elle aurait dû lui dire plus tôt qu'elle voulait rentrer chez elle. Ses mains sont glacées. Alors il glisse son manteau sur ses épaules sans réfléchir. Takamine laisse passer le moment et ils rentrent ensemble. Le lendemain, le festival commence. L'excitation règne dans l'école, mais dans un coin, Shirota tremble. Takamine le remarque et l'entraîne pour visiter d'autres classes. Son regard seul est terrifiant, mais tenir sa main en public aggrave les choses, alors que ses fanatiques le transpercent de regards assassins assez aiguisés pour couper. Puis, elle le traîne dans la maison hantée,
Et à l'intérieur, Shirota pense que garder ses distances réduira les rumeurs. Mais Takamine commence à trembler, visiblement terrifié. Il se souvient de sa peur du tonnerre et propose de partir, mais, fière comme toujours, elle nie avoir peur. Mais au moment où un fantôme surgit, elle crie et remonte le temps. Pourtant, Shirota propose à nouveau gentiment, et elle insiste sur le fait qu'elle fait semblant d'avoir peur pour le calmer. En moins d'une minute, un autre fantôme apparaît. Elle crie, remonte encore le temps, puis demande avec suspicion s'il est maudit. Shirota la rassure que tout est faux, et encore une fois, il propose de partir, mais encore une fois, elle refuse. À la troisième tentative, elle avance, mais lorsqu'un fantôme attrape sa jambe et qu'une araignée tombe d'en haut, elle perd son sang-froid, s'accrochant à Shirota, ses vêtements en désordre, lui montrant pratiquement tout. Deux filles passent par là, et pensant vite, Shirota se fait passer pour l'un des fantômes protégeant Takamine jusqu'à ce qu'elle passe. Lorsqu'il s'échappe enfin, Shirota s'excuse, réalisant qu'elle est allée aussi loin juste pour le distraire de ses nerfs. Takamine s'en moque, disant que sa panique n'était qu'une comédie. Puis elle souligne comment il a improvisé en tant que fantôme, ce qui signifie qu'il s'améliore. Shirota sait qu'elle cache sa faiblesse, mais il la laisse faire. De retour en classe, la panique éclate car Seiya n'est toujours pas arrivé. Quand la porte s'ouvre, il entre en titubant, comme s'il était tombé d'un immeuble. Il minimise l'incident en disant que c'était un petit accident avant de cracher du sang. La salle explose de panique et il est emmené d'urgence à l'infirmerie. Shirota presse Takamine de remonter le temps, mais elle ne le fait pas. Au lieu de cela, elle déclare qu'ils doivent remplacer le prince. Tout le monde se fige. Shirota sait à quel point cette pièce est importante pour elle, mais elle est très sérieuse. Avec seulement 1 heure restante, elle dit qu'ils peuvent couper un rôle sans importance, et le garde du prince n'a de toute façon que 2 répliques. Shirota est maintenant le prince, et en coulisses, Shirota murmure les répliques du prince à voix basse. Il n'a répété que 2 fois, et tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est s'accrocher aux points principaux. Sur scène, la belle-mère sirote son thé, grimace et le jette directement sur la robe de Cendrillon. Le public s'exclame face à l'aperçu soudain de ses atouts, et une vague d'acclamations éclate. Même Ellie, habituellement la plus grande supportrice de Takamine, bouillonne de jalousie. La classe regarde depuis les coulisses, stupéfaite par la réaction de la foule. Quand la belle-mère et les sœurs partent, Takamine chante la partie triste de Cendrillon. La marraine fée apparaît, la bénit, et les rideaux se ferment. Quand elle s'ouvre à nouveau, Cendrillon éblouit dans sa belle robe. Les nerfs de Shirota se tendent, car son entrée approche. Un camarade de classe lui tape sur l'épaule, l'encourageant. Puis Takamine l'appelle, lui disant simplement de s'amuser. Cela le frappe, et il se souvient du moment sur le toit, quand elle a dit qu'elle voulait juste profiter du festival. Le prince est appelé, et Shirota entre sous les projecteurs, prend une respiration et fait face à la foule. Mais quand il voit tous les regards fixés sur lui, son corps se fige et un mot sort. Voyant sa lutte, Takamine le pousse, enlève son armure de complot, et réinitialise le temps avant son entrée. Elle le traîne dans la loge, le réprimandant pour son imprudence. Elle lui dit de ne pas se soucier du public car personne ne fait attention à lui de toute façon, et lui conseille de se concentrer uniquement sur elle pendant la performance. Aussi dur que puissent apparaître ses paroles, Shirota ressent la gentillesse qu'elles contiennent. Cette fois, il entre avec confiance. Il demande à Cendrillon de danser, et Takamine accepte volontiers. Soulagé d'avoir réussi sa première réplique, Shirota attend son solo avant son prochain signal. Quand les lumières s'éteignent, il ouvre les yeux et trouve son visage enfoui contre Takamine. Alors qu'elle chante de sa voix angélique, il l'aide soigneusement à remettre ses protecteurs de parcelle. Quand les lumières reviennent, il parvient à se mettre en position juste à temps, et l'histoire continue sans accroc. Au moment du climax, le prince visite la maison de Cendrillon pour essayer la pantoufle de verre. Mais soudain, Seiya fait irruption, affirmant que Shirota est un imposteur qui a pris son rôle pendant qu'il était blessé. Shirota se fige à nouveau, car cela n'était pas dans le script. Takamine s'ajuste rapidement, mais Seiya va plus loin, disant que Takamine ne devrait pas laisser un type crasseux comme Shirota la toucher, se vantant d'avoir appliqué de la crème pour les mains toute la semaine. Shirota réalise que Seiya est juste jaloux, voulant être celui qui la touche. Shirota se met en colère parce que Seiya gâche le dernier festival de Takamine. L'interrompant, il déclare que même s'il est un imposteur, il ne renoncera pas à elle, et que quelqu'un d'aussi égoïste que Seiya ne la mérite pas de toute façon. Ces mots émeuvent le public, Takamine elle-même, le transformant en véritable héros de la pièce. Le narrateur taquine la foule, demandant qui Cendrillon choisira, mais Takamine embrasse soudainement Shirota sur scène, choquant tout le monde. Elle l'entraîne hors de la scène, et tous deux quittent le théâtre, plongeant le public dans le chaos. Plus tard, les filles demandent si elle a vraiment embrassé Shirota, et Takamine dit avec désinvolture qu'elle a seulement fait ce qui était nécessaire pour sauver la pièce. Alors que le festival touche à sa fin, elle félicite Shirota pour son jeu d'acteur, tandis qu'il se demande secrètement si le baiser était une récompense pour avoir été obéissant. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle l'a embrassé, Takamine dit qu'elle le refera encore et encore, jusqu'à ce qu'il comprenne, laissant entendre qu'il y a plus derrière cela. Shirota suppose que c'est parce qu'elle veut qu'il soit son esclave à l'université aussi, mais Takamine, frustré, réinitialise le temps encore une fois quand il se trompe. Comme elle doit assister à la cérémonie de clôture, elle lui dit de réfléchir attentivement, et jusqu'à ce qu'il découvre la vraie raison, il restera son esclave bien-aimé. Et pour la dernière fois, Shirota a mis la culotte à Takamine. Mais cette fois, il était prêt à le faire, souhaitant secrètement qu'ils restent ensemble longtemps. Commentez ci-dessous, protecteur de pêche. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.